Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce lundi. L'Assemblée plénière de la Chambre des députés a adopté un rapport ainsi que les recommandations qui les accompagnent. Elle demande la convocation du ministre de l'Agriculture et des Ressources animales ainsi que du ministre du Commerce et de l'Industrie afin qu'ils apportent des explications sur les difficultés constatées dans l'augmentation de la production agricole et l'amélioration de la commercialisation des récoltes. La vice-présidente de la Chambre des députés, honorable Ouineza Belline, a souligné que malgré les progrès réalisés dans le secteur agricole, des efforts supplémentaires restent nécessaires pour accroître la production et atteindre les objectifs de développement du pays. D'importants progrès ont été réalisés dans le cadre des programmes agricoles, notamment à travers la consolidation des terres, l'accès des agriculteurs aux intrants agricoles ainsi que le développement de l'irrigation sur les collines et dans les marins. Plusieurs marais ont été aménagés afin d'améliorer la production, mais beaucoup d'autres restent encore à valoriser. Des terrasses radicales ont également été tracées sur les collines et une campagne de sensibilisation est en cours pour encourager leur exploitation. Les agriculteurs sont accompagnés pour pratiquer la consolidation foncière, respecter les calendriers culturaux, adopter des techniques de conservation des terres, conservation des sols et utiliser des semences améliorées ainsi que des engrais. Toutefois, de nombreux défis persistent, notamment en matière de l'irrigation, tant sur les collines que dans les marins. À la suite des constats effectués lors de nos missions de terrain, nous avons élaboré un projet de recommandation demandant la comparution du ministre de l'Agriculture et des Ressources animales pour expliquer les difficultés liées à l'augmentation de la production agricole ainsi que celles du ministre du Commerce et de l'Industrie pour répondre aux problèmes rencontrés dans la recherche de débouchés pour les produits agricoles. La Commission des Affaires étrangères, de l'Unité des Rwandais et de la Sécurité a tenu une séance de travail avec le ministère chargé de la gestion des urgences ainsi que les institutions qui lui sont rattachées. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre des stratégies destinées à prévenir et à réduire les conséquences des catastrophes naturelles. Le ministre de la Gestion des urgences, Albert Murasira, a indiqué que le gouvernement a renforcé les infrastructures et les mécanismes de prévention afin de limiter les risques et d'éviter les pertes en vies humaines. Les efforts s'appuient sur la nouvelle politique nationale de gestion des catastrophes adoptée en 2023. Contrairement à l'ancienne, principalement axée sur les interventions d'urgence, cette politique met davantage l'accent sur la prévention et la réduction des risques. L'objectif est de protéger les populations, les infrastructures et l'environnement, ainsi que l'économie face aux effets du changement climatique. Lorsque des catastrophes surviennent, les interventions sont organisées rapidement, mais nous privilégions surtout des solutions durables. C'est dans cet esprit que cette commission a été mise en place. Les sénateurs pourront constater les progrès réalisés, notamment à Rubavu, où des infrastructures de protection ont été construites et des ménages relogés. Toutefois, les défis subsistent dans certains districts comme Nyabihu et Rutsiro, où les contraintes géographiques compliquent le relogement des populations et la construction de nouvelles habitations. À présent, parlons également de la direction et les élèves de l'école professionnelle et technique de Houillé qui se disent satisfaits des nouveaux bâtiments et équipements modernes installés dans l'établissement car ils contribuent à améliorer leurs conditions d'études et leur efficacité. Cependant, l'absence de résidence étudiante constitue un frein pour les étudiants souhaitant y étudier. Les élèves de cette école ont expliqué que faute de logement sur place, ils doivent chercher un logement partout dans cette région, une démarche difficile, coûteuse et qui perturbe leurs études. Le directeur du collège professionnel et technique RP Houillé, le lieutenant-colonel Dr Twabadila M. Barnabé,
a affirmé que l'infrastructure et l'équipement de l'établissement sont adéquats, mais que le manque de logement empêche certains étudiants de venir y étudier, l'établissement étant incapable d'accueillir tous ceux qui le souhaitent. Il a demandé au gouvernement d'aider à fournir des logements aux étudiants désireux de se former. Le problème du manque de logements dans cet établissement figure parmi les questions soulevées par le collège auprès des sénateurs de la Commission sénatoriale des affaires sociales, de l'éducation, de la technologie et de la jeunesse, venus récemment constater l'impact des formations dispensées techniques et professionnelles dans ces écoles sur la création d'emplois. Le sénateur, le professeur Nyongabo Cyprien, a expliqué que ces visites ont pour but de comprendre les besoins de la population, de les rassembler, de les analyser et de trouver des solutions. Le collège professionnel et technique Rouillé compte 2100 étudiants inscrits alors qu'il a la capacité d'en accueillir davantage. Et les médiateurs et les chefs de village dans la province du Sud ont demandé aux autorités compétentes d'accélérer la correction des informations relatives aux catégories d'assurance mutuelle auxquelles la population est affiliée. Ils souhaitent que début juillet, ils aient déjà versé leur part, prise en charge par l'État pour les familles de plus de 5 personnes. Ce programme leur permet d'améliorer leur engagement bénévole et de renforcer leur service à la nation. Cependant, ces responsables s'inquiètent du fait que certains d'entre eux aient été classés dans des catégories ne correspondant pas à leur situation. L'année d'assurance mutuelle arrive à son terme et ils n'ont pas reçu suffisamment d'informations, notamment pour des familles nombreuses. La directrice adjointe des affaires sociales du district de Rouillé, Kanyesha Annonciate, a expliqué que les personnes qui tardent donc à corriger les informations dans le système social et qui en ont besoin retardent l'accès des autres aux informations nécessaires au paiement de leurs cotisations d'assurance mutuelle. Il est donc essentiel d'aider également ceux qui doivent payer. Le nombre de médiateurs travaillant au niveau des cellules et des secteurs du pays dépasse les 30 000, tandis que celui des chefs de village atteint 14 000. À l'occasion de la 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, les membres du FPR Ingotagni du district de Luavu se sont réunis au mémorial du génocide de Commune Rouge et ont réaffirmé leur engagement à préserver l'unité des Rwandais, à combattre l'idéologie du génocide, l'ignorance et la pauvreté. Selon eux, ces efforts constituent un rempart essentiel pour empêcher les jeunes vivant dans les zones frontalières de rejoindre les groupes armés opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment les FDLR. La cérémonie a été marquée par une visite du mémorial de Commune Rouge, situé dans le secteur de Gisenyi. Les participants composés des responsables du FPR Ingotagni des niveaux des secteurs jusqu'au district de Luavu ont suivi des explications détaillées sur la préparation et l'exécution du génocide contre les Tutsis depuis la période coloniale jusqu'aux premières et deuxièmes républiques. Un accent particulier a été mis sur l'ancienne préfecture de Gisenyi, considérée comme le berceau de plusieurs idéologues du génocide. Les membres du FPR Ingotagni ont réaffirmé leur détermination à sauvegarder l'unité nationale et à combattre toute idéologie susceptible de replonger les Rwandais dans la tragédie. Le président d'Ibuka, dans le district de Luavu, Gérard Mbarushimana, a souligné que son organisation partage un engagement commun avec le FPR Ingotagni. Il a ajouté que la solidarité manifestée par le parti envers les rescapés renforce leur courage et leur résilience. De son côté, le président du FPR Ingotagni dans le district de Luavu, Prosper Mulindwa, a rappelé aux membres du parti qu'en tant que personnes conscientes de l'histoire du génocide contre les Tutsis, ils ont la responsabilité de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de tous les Rwandais. La cérémonie s'est conclue par un moment de recueillement au cours duquel les membres du FPR Ingotagni ont rendu hommage aux plus de 5200 victimes du génocide perpétré contre les Tutsis inhumés au mémorial de la Commune Rouge.
Des survivants du génocide perpétré contre les Tutsis ont pardonné à leurs bourreaux, affirmant avoir puisé leur force dans le leadership du pays, qui a fait de l'unité et de la résilience des Rwandais une priorité. Twahirwa Silver, habitant du secteur de Mutete, en district de Gicumbi, a raconté que pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, ses parents et plus de 20 membres de sa famille ont été massacrés. Malgré cela, il a pardonné à leurs assassins, notamment à son voisin Mogawarigira. Évariste. D'autres survivants ont également témoigné des atrocités dont ils ont été victimes lors des génocides perpétrés contre les Tutsis dans ce secteur. Répartis en 6 groupes de plus de 400 personnes, les survivants vivent aujourd'hui avec leurs bourreaux d'hier. Ils ont expliqué que le pardon est le fruit d'une bonne gouvernance. Les auteurs du génocide contre les Tutsis ont demandé pardon pour leurs crimes lors d'un symposium sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis et la lutte pour y mettre fin. Le président Paul Kagame a déclaré que le pardon offert par les survivants du génocide devrait être une leçon et une occasion de se détourner du mal. Le rapport 2025 sur l'indice d'unité des Rwandais a révélé que celui-ci avait atteint 95,3%, soit une augmentation de 13% par rapport à 2010. Le rapport a souligné que cette hausse s'explique par les efforts déployés par le gouvernement rwandais pour unir les Rwandais, leur offrir l'égalité des chances, lutter contre l'injustice et la discrimination, notamment à travers des programmes sociaux et des programmes de justice, et d'améliorer globalement les conditions de vie de la population. La Commission des Affaires étrangères, de l'unité des Rwandais et de la sécurité a tenu une séance de travail avec le ministère chargé de la gestion des urgences ainsi que les institutions qui lui sont rattachées. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre des stratégies destinées à prévenir et réduire les conséquences des catastrophes naturelles. Le ministre de la gestion des catastrophes, Albert Mulassila, a indiqué que le gouvernement a renforcé les infrastructures, les mécanismes et les sujets pour la protection de l'environnement. Selon les données publiées, le produit intérieur brut PIB du Rwanda a progressé de 10% au premier trimestre 2026 par rapport à la même période 2025, un résultat supérieur à la croissance annuelle de 9,4% enregistrée sur l'ensemble de l'année 2025. Les investisseurs étrangers attribuent cette dynamique à l'environnement favorable des affaires et aux efforts du pays en matière d'innovation. Le Rwanda représente un marché stratégique en Afrique de l'Est. C'est un pays tourné vers l'avenir, très avancé dans le domaine du numérique et parmi les premiers à adopter de nouvelles technologies. C'est ce qui renforce notre partenariat ici. Nous importons des matières premières de plusieurs pays hors d'Afrique. Une fois transformées au Rwanda en sacs industriels, elles sont exportées vers la RDC, le Kenya et bientôt l'Ouganda. J'encourage d'autres investisseurs à venir au Rwanda, notamment grâce à la bonne gouvernance. Les activités de réexportation poursuivent également leur progression. Les marchandises importées puis réexportées vers d'autres pays, notamment voisins, ont augmenté de 43,18%. Les principaux produits concernés sont des carburants, notamment le diesel, l'essence et le kérosène destinés à l'aviation. Au cours des 5 dernières années, de 2020 à 2025, le Rwanda a réexporté près d'1 milliard de litres de carburant, générant environ 1000 milliards de francs rwandais de recettes. Pour un investisseur qui cible le marché régional, le Rwanda est l'endroit idéal pour construire des infrastructures comme des dépôts de stockage, grâce à la sécurité, à la stabilité et à un cadre juridique fiable. Les entreprises locales poursuivent-elles aussi leur expansion régionale? Nous exportons des gens vers la RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud, tout en cherchant à accéder au marché du Kenya et de la Tanzanie. La forte croissance s'était déjà confirmée en fin d'année 2025 avec 11,8% au troisième trimestre et 11,2% au quatrième trimestre.
Le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Murangwa, considère que ces résultats permettent au Rwanda de maintenir une croissance à des chiffres au début de l'année 2026. Nous accélérons la mise en œuvre des projets tout en améliorant davantage le climat des investissements afin de limiter les effets de défis économiques et de soutenir la croissance. Pour l'économiste Jean Bosco Kalissa, ces performances démontrent que le Rwanda progresse conformément aux objectifs qu'il s'est fixés. La production industrielle a augmenté d'environ 11,5%. Cette croissance favorise la création d'emplois. En plus du café, du thé et du minerai, le Rwanda exporte désormais davantage de fruits vers la Chine et Dubaï, ce qui contribue à accélérer le développement économique du pays. Toutefois, certains défis demeurent. Les importations ont diminué de 3,4%, tandis que les exportations ont reculé de 23,7%. Une baisse principalement attribuée au conflit dans l'est de la RDC, une région qui constitue un partenaire commercial important pour le Rwanda. Au cours des 32 dernières années, les Rwandais ont vu leur espérance de vie augmenter sensiblement, principalement grâce à divers programmes du gouvernement visant à améliorer la qualité de vie de ses citoyens et ainsi prolonger leur vie. RBA s'est rendu en district de Kayonza à la rencontre d'une vieille dame nommée Mukambuguje Milière qui a fêté récemment ses 112 ans. Les détails avec Patrick Nilitanti. À Kayonza, plus précisément, à Mukarange, RBA s'est rendu chez Jane Uwamwezi, où l'on célébrait la fête d'anniversaire de Mukambuguje Milière, la grand-mère de Jane Uwamwezi. Cette vieille dame est née à Gahini, en district de Kayonza, mais a également vécu en Ouganda en raison de l'histoire du pays. Elle a bonne mine, elle est heureuse, sa vue est perçante, mais elle a une audition très faible et doit s'approcher de tout près pour entendre les sons. Elle ne se souvient pas de sa date de naissance. Et la plupart de ceux qui l'entourent, y compris sa petite fille Jane, qu'il a recueillie chez elle, n'ont pas souvenance de sa date de naissance. La vieille dame a été témoin des famines qui ont ravagé le Rwanda et a tenté de répondre aux questions des RBA en racontant son histoire. Très polie et soucieuse de préserver sa jeunesse, elle prenait toujours soin de ce qu'elle mettait dans sa bouche. Elle mangeait équilibré. Mukambuguje n'a eu qu'un seul enfant, décédé à seulement 30 ans. Les enfants de ces derniers ont formé une famille nombreuse. Et cette vieille dame est désormais veuve. Ses descendants perpétuent son héritage. Le gouvernement rwandais a investi massivement dans des initiatives visant à accroître l'espérance de vie et à prévenir le vieillissement de sa population. C'est un fléau pour les personnes âgées, un espoir pour les jeunes. Les jeunes savent ce qu'il faut éviter pour préserver leur longévité. L'espérance de vie au Rwanda était de 29 ans en 1989, puis de 41 ans en 1994. En 2000, elle atteignait 49 ans, en 2014, 65 ans, et devait atteindre 67 ans en 2021. Aujourd'hui, elle est de 69 ans. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, datant de 2022, le Rwanda se classe au 9e rang des pays africains ayant la plus forte espérance de vie. Et les forces rwandaises de défense et la police nationale rwandaise en partenariat avec les hôpitaux du pays ont mené à bien une campagne nationale de 2 mois à travers le pays en offrant des soins avec des opérations chirurgicales de la cataracte totalement gratuit. Plus de 6000 personnes ont été donc opérées et témoignent que ce programme a transformé leur vie. Plus de détails avec Patrick Nilitanti. Maria, centenaire, souffrait de la cataracte depuis des années,
La cataracte est une opacification progressive du cristallin, la lentille naturelle située à l'intérieur de l'œil. Elle entraîne une baisse de la vision et une gêne à la lumière, affectant généralement les personnes âgées, mais pouvant aussi être causée par un traumatisme ou le diabète. Certains pensaient que sa mauvaise vue était simplement due à son âge avancé. Après avoir bénéficié d'une opération, elle, comme plus de 6000 autres bénéficiaires, ont célébré dans la joie le fait de retrouver la vue grâce à un traitement gratuit dans tout le pays. Je peux enfin voir. C'est l'œil qu'ils ont opéré hier et ma vision est déjà bonne. J'attends l'opération de mon autre œil et ils viennent de m'appeler. Ils ont examiné mon premier œil et ont constaté que j'avais perdu son usage. Il a été opéré hier vers midi. Ce matin, je voyais déjà très bien. On m'a dit que mon deuxième œil devait aussi être opéré. Et c'est pourquoi je suis ici. Merci de transmettre nos remerciements aux dirigeants pour l'envoi de ces spécialistes. J'avais beaucoup de problèmes de vue, surtout avec mon œil gauche. Je voyais seulement de l'œil droit, mais difficilement. Maintenant, mes deux yeux voient parfaitement bien et je suis tellement reconnaissante. Ces bénéficiaires ont été sélectionnés parmi plus de 90 000 personnes examinées à l'échelle nationale après avoir été identifiés comme présentant un risque élevé de cécité dû à la cataracte. Le docteur Jean-Pierre Byukusenge affirme que la campagne a également mis en lumière l'ampleur des maladies oculaires au Rwanda. Certaines personnes sont venues ici car elles voyaient que d'un seul œil, voire qu'elles avaient perdu l'usage de deux yeux. Le point positif, c'est que tous qui ont été opérés ont recouvré la vue et peuvent voir dès le lendemain matin. Nous sommes là pour aider chacun d'entre eux. Et demain, tous verront bien. Selon les chiffres disponibles, 56% de cas de cécité au Rwanda sont dus à la cataracte. Cependant, seulement 45% des personnes qui ont besoin d'une opération de la cataracte peuvent y avoir accès. Le directeur général de l'hôpital de Kibagabaga, le lieutenant-colonel Dr Ernest Munyemana, indique que les patients traités dans le cadre de ce programme à Kigali ont été opérés gratuitement. Honnêtement, la première étape a consisté à mobiliser et à sensibiliser la population afin de lui rappeler qu'elle ne devrait pas perdre la vue tant que les médecins sont là pour la soigner. Nous avons effectué un dépistage et pris des dispositions pour faciliter l'accès à l'hôpital et le retour à domicile de tous les patients. C'est une initiative très favorable aux citoyens. Grâce à ce partenariat avec les forces de défense rwandaises et la police nationale, tous les traitements sont gratuits. À l'échelle mondiale, l'Organisation mondiale de la santé estime que la cataracte est responsable d'environ 40% des cas de cécité touchant près de 17 millions de personnes. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.